Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'extradition de l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo et Damiba du Togo vers le Burkina Faso, son pays d'origine, qui le réclamait très rapidement. Alain Jules Meunier, maître l'a dit, Paul Wilfried et Kanga aussi. C'est une question finalement géopolitique et politique d'abord. La question c'est, quels sont les éléments qui fondent les États à extrader ou à ne pas extrader? On se souvient, le Burkina Faso avait réclamé François Compaoré, le grand frère de l'ancien président Compaoré. La France a dit niet. De l'autre côté, le Burkina Faso a réclamé Blaise Compaoré, qui est réfugié en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a dit pas question. Bon, évidemment, avec l'argument tant qu'il est devenu ivoirien et que la Côte d'Ivoire ne peut extrader un ressortissant. Des cas comme ça, on se situe. C'est quoi les véritables éléments d'appréciation? Simplement, les rapports entre États. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si le président français a des accointances avec le président burkinabé, c'est-à-dire s'ils s'entendent, et puis il y a les intérêts des deux États. À partir de ce moment-là, si d'aventure, par exemple, Dabiba était réfugié en France, il allait bénéficier de la protection de l'OFPRA. Par conséquent, c'est bien cadré, c'est-à-dire que on a des obligations. Le Burkina Faso, la France, c'est pas. Oui, voilà, on a des obligations, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Il faut le mentionner. Or, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, la façon dont il était réfugié au Togo, en commettant vraiment des exactions contre son propre pays, ça devient très difficile. Peut-être que s'il venait en France, puisque, bon, on sait que c'est déjà en France, on parle de junte burkinabé, etc. Peut-être qu'on n'allait pas l'extrader simplement parce que on allait se dire que, bon, par rapport à son intégrité physique, il y aura un problème, etc., etc. Donc voilà, ça dépend essentiellement des rapports que les pays ont entre eux. C'est sans doute par rapport à ce principe que Solo Guillaume est tranquille au sein de l'AES. Parce qu'il sait mais parce qu'il est sous le coup d'une condamnation d'un mandat d'arrêt international. Il est tranquille. Oui, mais parce que, je me répète, c'est-à-dire que quand on est un dirigeant politique qui part en exil, c'est hyper stratégique de choisir le pays où on va. Il faut voir quels sont les liens qui lient le pays d'où on vient avec le pays où on va. Parce que si les liens géopolitiques sont très forts, les intérêts sont entremêlés, on peut vous sacrifier sur l'autel des intérêts communs des deux États. C'est ça. Mais si c'est un pays, parce qu'il faut choisir, quand on quitte un pays, il faut aller vers un pays qui est hostile ou qui a des intérêts contradictoire avec le pays d'où on vient. Comme ça, on est sûr qu'on est protégé. Et surtout quand on a des ambitions de déstabiliser le pays d'où on vient. Et Kanga, c'est sans doute pour ça que Pascal Tigri, le Béninois, est tranquille à Niamey. Éventuellement, maintenant pour... Parce qu'il sait qu'il n'y a aucune chance que le général Tiani le livre au président Talon. Il est clair que le général Tiani ne le fera pas. Le dilemme dans lequel se trouvent les pays européens, comme la France notamment, c'est que, et c'est un élément géopolitique important également, le narratif. Le soft power de paraître un État de droit, un État de démocratie et un État qui ne soutient pas les mouvements terroristes ailleurs dans le monde. Il y a un narratif qui a fait énormément de mal à la France ces dernières années et qui a d'ailleurs conduit au recul flagrant de l'influence française en Afrique. C'est le fait que la France est désignée comme un État qui soutient les mouvements terroristes en Afrique. Ce qui aurait conduit Emmanuel Macron, dans ce cas de figure, dans une difficulté assez immense. Parce que, évidemment, pour les animosités politiques qu'il y a entre l'administration Macron et l'administration Traoré, sur le papier, évidemment, il aurait été hors de question pour la France de livrer M. Henri Sandaogo Damiba. Mais maintenant, pour se débarrasser de cette impression, pour ne pas porter justement de manière continuelle ce chapeau d'être un État qui, en dépit des preuves flagrantes, parce que
Évidemment, on peut dire dans le cas François Compaoré et dans plusieurs autres cas, on peut extrapoler en disant les régimes veulent neutraliser leurs opposants politiques, mais là, on a quand même des aveux avec des détails de plusieurs personnalités du corps militaire burkinabé qui fournissent des éléments assez clairs. C'est pas des récits tronqués, c'est pas des... Non, quand monsieur Madi Sakandé dit qu'il a été missionné pour trancher la tête, mais c'est-à-dire le détail il est assez fort, il y a personne qui se lève et qui dit j'avais pour mission de décapiter le commandant de la base de drone, c'est-à-dire ces éléments conduisent, mais ces éléments corsent l'affaire de manière à ce que, quand bien même évidemment parce qu'il y a eu des arrangements, il y a eu des garanties fournies par l'État burkinabé sur le fait que la peine capitale ne serait pas appliquée. Et je peux le dire à 100% ici qu'il ne sera pas... De toute façon, garantie ou pas garantie, le Togo ne l'aurait pas gardé de toute façon. C'est ça. Mais la peine capitale ne sera pas appliquée. Mais ça, c'est un point que la France n'aurait pas fait. Vous voyez, parce que on peut considérer que les préventions sont objectives, puisqu'il y a des témoignages comme c'est évoqué, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des garanties suffisante qu'il n'y aura pas des traitements inhumains et dégradants contre la personne. Et ça, c'était un point sur lequel ça allait s'arrêter. C'est-à-dire que la procédure n'allait pas aller plus loin. Parce que le Burkina Faso doit prêter attention au fait qu'un cas similaire pourrait se répéter à l'avenir. Et évidemment, il faut faire preuve de crédibilité. Si on a signé un accord bilatéral où on a convenu qu'il n'y aurait pas de traitement inhumain, il y aurait un procès équitable, il n'y aurait pas d'atteinte à l'intégrité physique et que cela se produit, il est évident que le Burkina ne pourrait pas espérer à l'avenir récupérer l'un de ses ressortissants. Oui, mais ce serait trop tard pour la personne. Pour ajouter de l'eau à votre boulin, ce qui se passe actuellement dans l'AES et le Togo, il faut savoir quelque chose. C'est-à-dire que les dissensions entre le Niger et le Bénin sont telles que, aujourd'hui, le port normalement béninois, qui avait toutes les marchandises du Niger transitaient par le port béninois. Aujourd'hui, Cotonou n'est plus le lieu. C'est vrai. C'est au Togo. Oui. Il faut le savoir. Et ça coûte plus cher. Donc ça rapporte beaucoup de devises au Togo. Et effectivement, on parlait tout à l'heure du terrorisme. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés de convoyer de camions, beaucoup de camions qui repartent du côté de Niamey. Et pour cela, il faut sécuriser la route, la voie, n'est-ce pas, qui mène à Niamey. Donc, il y a automatiquement, n'est-ce pas, des relations qui se tissent entre le Togo et le Burkina, et puis enfin, l'AES en général, pour convoyer, n'est-ce pas, ces camions-là. Donc, il y a tout ça qui fait que Damiba il ne pesait plus trop. Par rapport à tout ça. Alors, on parlait de la France. Il y a cette circonstance atténuante en France que ces tribunaux se prévalent de la compétence universelle qui fait que, parfois là, dans certains domaines. Dans certains domaines, on est en train de jouer le rebelle congolais Roger Molumba pour des crimes commis en RDC, à l'est de la RDC, c'était en novembre dernier. Donc, quelquefois, la France se dit, OK, je le juge ici. Chez moi. Je le garde et je le juge ici, chez moi, même là aussi. Oui, mais ça, c'est une possibilité qui est reconnue dans le cadre d'une procédure d'extradition. C'est-à-dire qu'on peut ne pas extrader et puis juger la personne, connaître la personne sur le territoire, et puis la personne est incarcérée s'il faut l'incarcérer. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est comment Damiba a-t-il pu imaginer qu'on peut comme ça le laisser impunément à Lomé 2, manigancer, enfin, transformer le Togo en base arrière et déstabiliser son pays. Je ne comprends pas. C'est un homme pas très intelligent. Mais ça, on peut le dire à haute voix. Oui, c'est peut-être grave de l'affirmer comme ça, mais c'est un homme pas très intelligent et on l'a vu pendant sa présidence, pendant les 8 mois de sa présidence à la tête du Burkina Faso. Il m'a pas impressionné par sa vision, justement, et donc il s'est imaginé, parce que ce n'aurait pas été une première, il s'est imaginé que ça pourrait réussir. Il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique, et même si on prend seulement le Burkina Faso, il y en a eu plusieurs depuis Saïe Zerbo, depuis Boros Yameyogo, Aboubacar Sangoulé, Saïe Zerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara. Il y a eu à plusieurs reprises des coups d'État réussis pour les uns, non réussis pour d'autres, et à chaque fois, il y a un militaire qui se dit moi, mon tour sera couronné de succès. Et donc Paul Damiba, ayant en quelque sorte le mal du pays,
Et certainement, je défends la thèse du gouvernement burkinabé parce que les régimes, les gouvernements de l'AES reçoivent énormément d'hostilité de la part de puissances, effectivement, qui voient d'un mauvais œil. Bien sûr. Justement, le fait que la politique qu'ils mènent est une politique qui se désoriente de plus en plus, justement, de l'occidentalo-centrisme et dont tous les moyens sont bons. Je voulais tout à l'heure évoquer le cas des Ukrainiens qui, pour la situation au Mali, avaient reconnu à travers leur service de renseignement être impliqués justement dans dans la fameuse attaque qui avait causé près d'une centaine de morts, soldats paramilitaires et soldats de l'armée malienne cumulés. Et pour revenir à l'importance géopolitique, ça avait causé énormément de problèmes pour le gouvernement sénégalais parce que ayant été incapable, par exemple, d'expulser l'ambassadeur ukrainien sur le territoire qui s'était réjoui de cette attaque. Alors, M. Damiba, justement, se dit, moi, je vais y arriver, je vais réussir mon coup d'État. Vous savez, le coup d'État, c'est un élément neutre, c'est comme un couteau de cuisine. Quand ça échoue, vous êtes le pestiféré de service et vous finissez éventuellement vos jours en prison. Quand ça réussit, vous devenez en quelque sorte le libérateur, et puisque c'est vous qui écrivez l'histoire à partir de ce moment-là. Et donc, Damiba s'est vu confronté face à un choix. Je reste éternellement hors de mon pays comme un ennemi de la nation, ou alors je joue mon veto avec la possibilité non seulement de revenir dans le pays, mais de retrouver le pouvoir que j'ai perdu. Une manœuvre évidemment pas très intelligente mais ça, le mène dans la situation dans laquelle il c'est le lieu de le dire. Je ne suis pas formateur en coup d'État, mais depuis quand un instigateur de coup d'État prend son téléphone et appelle directement dans le pays, dit va voir telle personne, il va te remettre tel colis et mais je vais dire il doit s'imaginer qu'il au moins écoute à Lomé quand même. Oui, mais en fait, moi, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'au moment où Damiba était allé au Togo, à mon avis, il avait des garanties, d'une part de sécurité, et puis des garanties d'avoir une marge de manœuvre à Lomé. Je pense que quand c'était parti, je pense, parce que sinon, il n'aurait pas fait ses choix. Parce qu'il faut approfondir, et c'est dire que d'où M. Damiba trouvait-il ces millions, puisque il faut beaucoup d'argent pour faire un coup d'État. Bon, il a été président 8 mois. Il faut qu'on 8 mois, en 8 mois. En Afrique, 8 mois, oui, 8 mois et puis le temps qu'il a passé. Pour devenir milliardaire. Oui, mais le temps qu'il a passé au Togo. Et la liberté un peu de cette marge de manœuvre, de passer des coups de fil, parce qu'à mon avis, c'est pas la première tentative de coup d'État. C'est pas la première tentative. Donc, les premières tentatives, il n'y a pas eu de difficulté avec le Lomé. Il n'y a pas eu, vous voyez. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut interroger l'orientation géopolitique du Togo. Oui. Voilà, je pense que le nœud du problème est à ce niveau. C'est-à-dire que le Togo est en train de réaliser un repositionnement géopolitique dans la sous-région, et le Togo veut s'aligner, je dirais, géopolitiquement avec les pays de l'AES, et ce sont des gages que le Togo montre pour dire que, écoutez, géopolitiquement, on est en cohérence. Voilà, donc c'est ça. Donc si le Togo était encore je vais dire dans un positionnement classique, traditionnel, je ne pense pas que Damiba serait au Burkina. En ce moment, oui. Et effectivement, je souscris grandement à cette thèse, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères togolais, il y avait environ un an, justement ouvert la brèche, Monsieur Robert Toussé avait ouvert la brèche sur une adhésion éventuelle prochaine du Togo à l'Alliance des États du Sahel, ce qui fournirait une ouverture sur l'Atlantique à ces trois pays enclavés par de malheureuses circonstances géographiques indépendantes de leur volonté. Et on observe effectivement un Faure Gnassingbé qui, aussi à sa façon, aimerait bien adoucir le narratif à son égard, redorer son blason en quelque sorte, parce qu'il est fortement critiqué de se présenter comme un dirigeant démocrate qui a finalement respecté la Constitution et y est parti à abandonner le pouvoir. Mais on a bien vu la manœuvre, la réforme constitutionnelle de 2024. Monsieur Jean-Lucien Savy de Tové, 86 ans, n'est évidemment que l'homme de paille que nous avons dans ce type de gouvernement où le véritable tenant du pouvoir, c'est le président du Conseil. Et donc, avec cette identité-là d'empereur, fils d'empereur, Faure Gnassingbé essaye justement de nourrir un narratif différent en se positionnant comme médiateur entre les États de l'AES
entre le gouvernement burkinabé et la problématique d'Amiba, il essaye également de se positionner comme une sorte de facilitateur. Le Togo, vous voulez dire? Oui. Le pouvoir togolais. Le pouvoir togolais, une sorte de facilitateur Bien du sûr. processus économique des États de l'AES, c'est-à-dire une sorte de partenariat gagnant-gagnant qui n'est finalement pas si critiquable que soit, quel que soit le mépris qu'on peut avoir pour M. Faure Gnassingbé. Il faut reconnaître que la démarche, en tout cas, va dans un sens qu'on peut plus ou moins approuver parce que les États de l'AES ont ce besoin d'accès à la mer. On voit d'ailleurs les rapprochements qu'il y a avec le Maroc, c'est pour les mêmes finalités au niveau de l'ouverture sur l'Atlantique. Et le projet étant à plus long terme avec le Maroc, s'il peut être accéléré à travers le Togo, bien leur en face et Faure Gnassingbé verrait d'un très bon œil justement ce rôle-là de courroie de transmission, de facilitateur des relations, et éventuellement deviendrait la quatrième roue du carrosse, ce qui ne serait pas pour me déplaire dans le cas du Togo de manière globale, sans avoir de réelles affinités avec l'homme, Gnassingbé. Donc son orientation vient en quelque sorte aussi. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Claude Wilfried Kanga, c'est vous qui évoquiez les questions géopolitique, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué, maître, pour le Togo, parce que un trop grand rapprochement vis-à-vis de l'AES crée un mécontentement en Côte d'Ivoire. Et en France. Oui. La France. Oui, mais alors, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au-delà. Oui, mais en fait. Comment on fait? Oui, mais en fait, la politique, avant tout, c'est la géographie. Hein. C'est la géographie commande la politique. Voilà, quand on est un homme politique et on est visionnaire, on tient compte de sa géographie. Voilà. Et au niveau de la géographie, quand on voit, le Togo ne peut pas s'aliéner les bons rapports avec les pays de l'AES. Voilà. Et puis, c'est un positionnement, comme ça a été évoqué, qui permet aussi au Togo de tirer son épingle du jeu sur le plan économique. Donc il y a ça. Il y a l'aspect économique qui est intéressant. L'aspect politique, pourquoi? Parce qu'au niveau de la jeunesse africaine, les pays de l'AES sont considérés comme étant une forme d'espoir, une forme des pays qui incarnent un peu la lutte contre le néocolonialisme. C'est ça, donc pour le Togo, pour Faure Gnassingbé qui a besoin d'une certaine légitimité, le fait de s'aligner envers ces pays, ça lui permet de faire oublier le dictateur qu'il est sur le plan local, et puis ça lui donne un peu, en fait, le dictateur. Il faut dire qu'il n'est pas les modalités avec lesquelles il a pu se faire sa nouvelle constitution, etc., sont discutables. En fait, ce que je veux dire, c'est que la légitimité qu'on peut lui contester à l'intérieur, il peut acquérir cette légitimité sur le plan. Il a déjà, puisqu'il est médiateur sur plein de... Voilà, sur le plan de la sous-région, et je pense qu'il manœuvre bien. Au niveau de politique, il y a quelques jours, il a reçu à Lomé un mini-sommet pour la crise en RDC. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à sentir comment le vent, quelles sont les forces qui sont en train de se former en Afrique et vers où ça se dirige et sur quelle force il faut travailler. Et il parle peu. En plus. Oui, mais il faut se méfier des gens qui parlent peu. Il a de la malice. On marque une coup de pause. Il est cynique et il faut se intelligent. méfier des gens qui parlent peu, c'est vrai en plus. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.